Bonjour tout le monde, je m'appelle Noliwe Delanon, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Simon Vivier, qui est professeur à l'école de counseling et d'orientation de l'Université Laval, mais également vice-président du SPUL. Simon, on comprend l'importance du déroulement des assemblées, de l'établissement de certaines règles, oui. Mais qui s'assure du respect de ces règles-là? Qui préside donc l'Assemblée d'unité? Ici encore, la convention collective prévoit à 2.5.05 que l'Assemblée élit parmi ses membres avec voix délibérative un président d'Assemblée. Donc, le président de l'Assemblée ou la présidente d'Assemblée est élu parmi les membres. Il peut être élu à chacune des rencontres, mais le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont élus, par exemple, pour un mandat d'1 an ou de 2 ans. C'est une pratique qui varie. Mais l'important, dans le fond, c'est de s'assurer que ce soit bel et bien un membre avec voix délibérative qui soit président de l'Assemblée, de manière à ce que le responsable d'unité puisse aussi garder son rôle de consultation à l'intérieur de l'Assemblée. Alors maintenant, quel est le rôle de ce président d'Assemblée concrètement? Le président d'Assemblée a un rôle extrêmement important, justement, pour faire en sorte que les rencontres d'unité se déroulent de manière efficace et pacifiée ou conviviale, et que les décisions qui parfois, on le dit, peuvent être sensibles à prendre. Quand on parle, par exemple, de répartition des charges de travail, c'est des questions qui peuvent être sensibles. Bien, le président, c'est la personne qui va s'assurer de garder le cadre des discussions. Donc, le rôle, là, concrètement, des présidents de l'Assemblée, bien, va appeler, va convoquer les rencontres d'unité. Le responsable d'unité peut le faire également, mais le président de l'Assemblée peut le faire. Lors des rencontres, ben, il va ouvrir les séances, il va appeler les points à l'ordre du jour, il va fournir les explications nécessaires à l'étude des différentes questions qui sont abordées en Assemblée. Il va s'assurer que tout le monde comprend bien les règles, que les positions sont clairement nommées, que tout le monde sait où on s'en va avec la réunion, s'assure du décorum relativement à l'Assemblée. Puis il va s'assurer, au fond, le rôle le plus important, que les délibérations qui caractérisent la collégialité puissent se faire dans des règles, de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer correctement à l'intérieur de l'Assemblée et que l'ensemble des points de vue puissent s'exprimer. Puis évidemment, là, au niveau formel, après ça, ben, c'est lui qui va lever l'Assemblée, qui va demander la levée de l'Assemblée, etc. Donc, c'est lui le gardien des procédures pour le bon déroulement des assemblées d'unité. Et tu nous parles de délibération. Alors, comment est-ce que se distribue le droit de parole? Comment s'organisent les opérations de vote? Enfin, de manière un peu plus concrète, comment se déroule l'Assemblée avec l'aide de la présidence d'Assemblée? Donc, la présidence d'Assemblée, je le disais tout à l'heure, va convoquer la rencontre. Il va y avoir un ordre du jour qui va être soumis justement à la décision de l'Assemblée. On retrouve de manière générale dans les rencontres là, plus formelles, donc adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, suivi du procès-verbal, puis ensuite de ça, les points qui sont à l'ordre du jour et qui nécessitent des décisions de l'Assemblée, puis la clôture de l'Assemblée. Donc, de manière générale, là, c'est les grands points qu'on retrouve dans les rencontres d'unité. Et pour chacun des points qui nécessitent une décision, la séquence devrait être à peu près la suivante, là. Évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a toujours un appel à la souplesse, hein. On peut décider d'être plus ou moins souple selon les décisions qui sont à prendre, là. Mais donc, la séquence de manière générale, c'est qu'on va présenter le sujet. Prenons l'exemple de la répartition des charges de travail. Donc, on peut donner la parole au responsable d'unité pour qu'il présente son projet de manière générale. Ensuite de ça, il peut y avoir une discussion libre, un échange d'informations. Donc, on n'est pas entré à ce stade-ci dans la phase de délibération à proprement parler. Donc, on s'informe sur le sujet. Les gens peuvent poser des questions en lien avec le sujet. Par exemple, comment a été établi le projet de répartition des charges de travail, etc. Donc, des questions d'information. Et ensuite, il y a une proposition. Donc, quelqu'un va faire une proposition qui est secondée par quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'Assemblée peut disposer et doit disposer de la proposition qui est sur la table. Donc, à ce moment-là, commence la délibération à proprement parler, où les personnes vont se prononcer pour, contre, vont émettre un jugement par rapport à la proposition qui est sur la table. Et une fois que tout le monde a pu s'exprimer, le président demande à l'Assemblée, s'il y a quelqu'un qui demande le vote,
S'il y a un vote, on va faire le décompte des votes. Il peut y avoir des décisions qui sont prises à majorité, à l'unanimité, ou encore les propositions peuvent être battues. Donc, le président va vérifier l'accord et on va disposer de la proposition. Et ensuite de ça, on passe tout simplement au point suivant. Peut-être, petite chose importante à dire, le président, en fait, la présidence ne peut pas intervenir dans les pour et les contre, ne peut pas donner son point de vue sur la proposition qui est sur la table. Il doit faire preuve d'impartialité. Évidemment, il y a un point de vue. Le président est un membre, est un professeur aussi. Il peut avoir un point de vue, mais il se doit de garder un devoir de réserve. Et de ne pas se prononcer sur la proposition. Et c'est très important pour justement s'assurer que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a un parti pris sur la proposition qui est en jeu. S'il y avait, par exemple, un vote qui est à prendre, il pourrait trancher la question, mais la majorité du temps, il va pas se prononcer. Donc, il va pas intervenir dans la délibération et va faire preuve le plus possible d'impartialité. On voit bien l'importance de ce rôle-là pour le bon déroulement des assemblées d'unité. Sinon, si on voulait garder en tête 3 principes qui devraient guider le bon exercice en fait de ce rôle de présidence d'assemblée, quel devrait-il être? Évidemment, je l'ai dit, le président doit faire preuve d'impartialité, puis il doit organiser. En fait, le président organise en quelque sorte la discussion. Pour ça, il faut une bonne préparation. Donc, il faut que le président puisse s'assurer que l'Assemblée est organisée de manière adéquate, donc que les gens ont reçu les documents dans les temps, qu'il y a un ordre du jour qui est clair pour les personnes, que tout le monde sache quel est le local, s'assurer de conditions qui sont adéquates pour la délibération, s'assurer que les personnes qui sont présentes ont le droit d'être présentes, etc. Donc, vraiment s'assurer la bonne préparation dans tous les sens du terme de la rencontre, de manière à ce que les gens soient confortables pour participer à l'Assemblée. Deuxième élément, donc bonne préparation, ensuite des règles et des normes qui sont clairement énoncées et explicites. Je le disais tout à l'heure, l'Assemblée doit déterminer ses propres règles, mais elles doivent être explicites. Et si, par exemple, on a pris l'habitude de fonctionner de manière relativement informelle, mais qu'on arrive avec une décision qui est plus délicate et qui nécessite un degré supérieur de formalisme, ça doit être dit d'emblée. Le président doit expliciter les règles qui vont être utilisées par l'Assemblée et l'Assemblée doit être d'accord avec ces règles-là. Et finalement, s'intéresser à la fois à l'efficacité et au climat. C'est bien important, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais s'assurer non seulement que les décisions soient prises dans le bon ordre, mais que tout le monde ait eu le sentiment qu'ils ont pu réellement exprimer leur point de vue. D'accord, Simon. Et alors là, on a un portrait assez global des pratiques qu'il est préférable de mettre en place pour le bon fonctionnement des assemblées d'unité. Maintenant, en dépit de ces bonnes pratiques-là, il y a des difficultés auxquelles on peut quand même être confronté. Est-ce que tu peux en nommer quelques-unes et surtout nous dire comment est-ce qu'on peut se sortir de ces difficultés quand elles se présentent? Oui, il y a... je me base sur le travail d'une collègue, Chantal Leclerc, qui a beaucoup travaillé sur la question des groupes et qui a écrit un excellent chapitre sur les conduites de réunion, dont les assemblées. Elle identifie 4 difficultés ou 4 enjeux auxquels peuvent faire face les assemblées. Première des choses qu'il faut savoir, comprendre, c'est que les assemblées, comme l'ensemble des groupes, c'est un foyer d'anxiété. C'est-à-dire que, on le sait, c'est pas tous les collègues qui sont à l'aise de prendre la parole devant les autres. Ils peuvent être tout à fait à l'aise dans leur champ d'expertise, donner des conférences sur des sujets donnés, mais prendre la parole devant ses collègues, c'est pas toujours évident pour nos collègues. On peut avoir peur de perdre la face, on peut craindre le jugement des autres sur le point de vue qu'on va émettre. Donc, c'est important dans les règles que les assemblées se donnent qu'il y ait des règles de non-jugement, de respect, d'écoute bienveillante, de s'assurer de se donner le droit à l'erreur, de s'assurer de respecter le droit à la libre expression également. Donc, et on peut les formaliser, ces règles-là. Une fois par année, là, ça peut être intéressant de se rappeler que cette année, on va se donner, voici les règles qu'on va se donner comme assemblée pour vraiment s'assurer de diminuer l'anxiété des collègues qui sont moins confortables en situation d'assemblée.
Deuxième élément, le groupe et l'assemblée de manière plus spécifique, c'est un espace de valorisation narcissique, pour reprendre les termes de ma collègue Leclerc. Donc, un espace où certaines personnes peuvent vouloir se faire valoir, montrer leur réussite, prendre la parole longuement, hein, ça évoque des situations qu'on a probablement déjà vécues, vouloir argumenter sur des points spécifiques, avoir raison. Donc, tout le monde a son ego, puis il y a les égos jouent à l'intérieur des assemblées. Donc, pour le président, la présidente de l'Assemblée, c'est important d'être sensible à cette question-là et de contenir et de réfréner, de manière à pas perdre, dans le fond, l'attention de l'Assemblée, puis s'assurer qu'on est bien focusé sur les décisions qu'on a à prendre. Troisième élément, faut aussi être conscient que c'est un carrefour de stratégie, l'Assemblée. Donc, certaines personnes, plus ou moins consciemment, on n'a pas apporté nécessairement de procès d'intention sur ce que les personnes veulent faire, mais il y a certaines personnes qui peuvent faire valoir leurs intérêts personnels avant les intérêts supérieurs de l'Assemblée. Donc là encore, pour la présidence d'Assemblée, c'est important d'être à l'affût et de s'assurer, dans le fond, que ce soit toujours les intérêts supérieurs de l'Assemblée qui soient au centre des décisions. Et dernier élément, l'Assemblée est un espace de contagion émotionnelle. Il y a des émotions qui se jouent dans l'Assemblée. On l'a dit tout à l'heure, il y a des décisions sensibles qui peuvent être prises dans les assemblées, par exemple le plan de déploiement, où ce sont les orientations de l'unité qui sont en jeu. Donc, il peut y avoir des guerres d'école, par exemple, d'approche X ou Y à l'intérieur de l'unité. Et donc, des émotions. Les gens peuvent parler avec passion de leur point de vue. Et parfois, ça influe sur la prise de décision de l'Assemblée, sur les délibérations de l'Assemblée. Et encore une fois, la présidence de l'Assemblée doit être sensible à ces émotions-là, à cette contagion émotionnelle, la colère ou l'apathie parfois, ou un enthousiasme trop grand, par exemple, et aider à la régulation de ces émotions-là. Parfois, ça peut être une bonne chose quand il y a trop de tension, de prendre une pause. Puis on va aller tout le monde boire un verre d'eau, on va prendre une petite minute et on va revenir pour s'assurer qu'on puisse, comme assemblée, prendre des décisions qui soient les plus sereines possibles et les plus axées sur l'objectif de la prise de décision. Merci Simon pour ces informations très riches. Pour les collègues qui en voudraient plus et qui voudraient aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu aurais des ressources à recommander? Ceux qui veulent théoriquement, entre guillemets, aller plus loin, il y a l'ouvrage de ma collègue Chantal Leclerc sur lequel j'ai basé une partie de mes explications aujourd'hui. Mais au-delà de ça, pour ce qui est des guides de procédure, je sais que les collègues sont pas toujours confortables avec les procédures. Il y a un guide des assemblées délibérantes qu'on utilise donc au SPUL puis qu'on recommande, dont on recommande l'utilisation, qui est le guide des assemblées délibérantes de l'Université de Montréal, qui est disponible sur le site web du SPUL. Il y a une petite fiche à la fin qui regroupe l'ensemble des règles qui doivent être respectées. Et évidemment, parler à son délégué. Si on a des questions sur l'Assemblée, si on n'est pas certain de la manière dont se déroule l'Assemblée, si ça respecte ou pas la convention collective, on peut s'adresser soit à son délégué ou encore au comité d'application de la convention collective qui est toujours disponible pour répondre à nos questions. Merci infiniment, Simon. Ça fait plaisir de lui, au plaisir.